Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes de nouveau en votre compagnie jusqu'à 13h. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Ça va depuis samedi dernier où on est allé poser nos micros sur le rétromobile? Oui, des souvenirs plein la tête. Ah oui, et puis d'ailleurs, puisqu'on parle de rétromobile, elle est rétro, mais elle est belle. Elle sera avec nous aujourd'hui, en tout cas elle est dans le garage. C'est la voiture de notre auditeur du jour que nous invitons et que nous avons convié à nous rejoindre pour toute l'émission. Exactement, on a Laurent avec nous. Laurent, il est venu ce matin de Orléans. Oui. Avec sa Citroën SM. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, dans la rubrique classique, on va évidemment parler Citroën SM, sans doute la GT la plus emblématique de la production française, alors j'allais dire des années 70, pas que, parce qu'aujourd'hui, depuis la SM, on n'a pas fait une voiture équivalente en France. Ouais, exactement. Ouais. Production 70-75. Salut Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parlez bien dans le micro. Oui. Alors voilà, parce que pourquoi ceux qui arrivent à l'écoute de On parle auto se disent mais il se passe quoi maintenant? Il y a des auditeurs. Oui, la famille s'agrandit. Vous savez que vous êtes une grande famille sur la page Facebook de Sud Radio et que nous avons décidé pour cette année 2023 de vous convier à venir passer au moins une émission avec nous. On vous prévient quand même quelques jours à l'avance et vous venez nous rejoindre si vous le pouvez directement en studio. Allez, au programme de cette émission, l'ami Jean-Luc. On parlera de la dépénalisation des infractions. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à avaler non plus, puisque ça veut pas dire que vous n'aurez plus de PV, ça veut dire que c'est des sociétés privées qui vous mettront les PV à la place de l'État et les recours sont beaucoup plus compliqués. On verra ça avec Rémi Jossaume là dans quelques instants. Et moi je trouve pas ça bien une fois de plus, hein, mais bon, c'est comme ça. Oui, non, mais c'est pas bien. On parlera de la voiture la plus écologique du moment. Oui, et pourquoi je vous grille la parole, c'est pour pas dévoiler. Oui. Quel est le modèle le plus écologique du marché? C'est Green NCAP. Alors vous savez qu'Euro NCAP, il crache les voitures, il donne des étoiles pour la sécurité. Green NCAP, il mesure les voitures, il donne des étoiles pour l'aspect environnemental. On dit rien. Par contre, on va dire que l'essai de la semaine, c'est une BMW. BMW iX1. C'est pas facile à dire, c'est électrique. On avait déjà essayé le X1, j'avais beaucoup aimé. Alors est-ce que ce iX1, il est aussi bien que le X1 thermique? Mystère. Aujourd'hui, c'était une mission pleine de mystères. Évidemment. Et puis vous êtes attendu 0826 300 300. Notre ami Aude vous accueille au standard avec sa belle voix, entre autres, évidemment. Bastien, le beau réalisateur au sourire incroyable qui réalise cette émission. Allez, 0826 300 300 pour nous rejoindre ou sur la page Facebook de Sud Radio. Bien sûr, vous êtes déjà nombreux à nous retrouver. Et puis, vous pouvez nous écrire également à jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez bien sur On parle auto en objet. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et pour parler de sécurité, on va parler d'infraction. On accueille tout de suite Jean-Philippe qui a une question à nous poser. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Et puis pour répondre à cette question, on a fait appel au maître. On a maître Rémi avec nous. Bonjour Rémi. Ça fait boulanger maître Rémi. Salut maître Rémi, c'est pour la chronique SM de plus tard. Oh non. Maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats. Ça commence bien. On va écouter Jean-Philippe. On écoute votre question, Jean-Philippe. Oui, je vous ai envoyé un petit message. Voilà, j'ai reçu un petit courrier de la société Vinci pour une infraction au péage. Il se trouve que j'ai passé le péage et la barrière était ouverte. Donc vous êtes arrivé au péage, la barrière était ouverte. Et vous avez dit c'est ouvert, je passe. Eh ouais. C'est ça. C'est ça en fait. On l'aurait tous fait. J'ai pas trop compris. En plus c'était le 1er janvier, je rentrais en famille, c'était tard. J'ai jamais fait une infraction au péage. Donc du coup je reçois ce courrier qu'on me dit. On me dit que il faut que je paye une amende et le péage, et donc je réponds, je conteste dans le sens que je dis je veux bien payer le péage, mais la barrière était ouverte et je comprends pas pourquoi j'ai une amende pour ça. Et il me confirme bien que la barrière était ouverte, mais que j'aurais dû quand même. Vous auriez dû vous arrêter pour régler le prix du péage. Donc alors attendez, le prix du péage c'était combien? Combien vous devez acquitter? C'était 10,30 €. Et l'amende 10,30 € et l'amende 90 €. Oh, papa, ça fait mal. Voilà. Oui, alors déjà j'aimerais pour que tous ceux qui écoutent, parce que moi je l'aurais fait aussi, la barrière est ouverte, on passe pas, on paye quand même en fait. Eh ben non, on va demander à Rémi. Rémi, la barrière est ouverte, normalement on s'arrête.
Écoutez, franchement, c'est quand même un peu scandaleux de poursuivre notre auditeur pour ça. Très honnêtement, il faut que la société d'autoroute, qui reconnaît elle-même qu'il y avait un dysfonctionnement de son système de péage, vienne maintenant réclamer, donc en plus du montant du péage, une amende de 90 €, parce qu'effectivement, vous recevez à ce moment-là que vous ne payez pas parce que vous forcez le péage ou parce que vous faites ce qu'on appelle vulgairement du cul-à-cul, c'est-à-dire que vous allez passer avec celui qui est devant vous, vous allez payer 90 € d'amende plus le péage. Et ça, c'est une procédure totalement privée et qui est gérée par le gestionnaire de l'autoroute. Bon, notre auditeur, il a une autre possibilité, c'est de contester en disant, écoutez, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec votre proposition et je demande mon passage au tribunal, et c'est un juge qui va trancher la question. Et vous pourriez donc, et ça se plaide très bien d'ailleurs, pourriez demander une dispense de peine en expliquant tout simplement que vous vous êtes retrouvé dans une situation totalement singulière, très honnêtement, où tout le monde serait passé, mais bien sûr. Effectivement. Et j'avais envie de vous dire, finalement, presque heureusement que vous êtes passé, parce que vous avez un signal qui est celui d'avancer et de dégager la voie, et on le sait tous, c'est souvent des zones assez anxiogènes, les barrières de péage. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon message. Je ne voulais pas bloquer la route. Évidemment. J'ai roulé, et je dis même, voilà, je veux bien payer mon péage, mais par contre, je ne veux pas payer l'amende. Juste les 10 €. Quoi. Alors Rémi, au-delà de ça, la demande, c'est la repénalisation de l'infraction. C'est comme ça qu'on peut dire ça. Alors c'est quoi la dépénalisation déjà? Alors la dépénalisation, c'est le fait par l'État, l'administration, de dégager et de sortir du champ pénal un fait qui, donc avant, était une infraction pénale. Notamment, le non-acquittement du péage était une contravention au code de la route. Aujourd'hui, alors c'est un système un peu hybride, c'est-à-dire que on a laisser la gestion de cela aux sociétés d'autoroute, parce que finalement c'est un contrat que vous passez avec la société d'autoroute. Quand vous rentrez sur l'autoroute, vous allez payer pour utiliser un service, une voie de circulation qui est gérée par un acteur privé. On a déjà parlé souvent avec les contrats de concession d'autoroute. Donc cette société s'occupe de l'entretien, du recouvrement, donc du non-paiement de la taxe, du droit de péage, et donc l'État a dit on va les laisser le gérer, et sur la masse, les gens vont s'accommoder avec l'entreprise privée. Bon, mais comme on peut pas non plus abolir les droits des usagers de la route, eh bien on laisse néanmoins la possibilité à ces personnes-là qui contestent la négociation avec la société d'autoroute, de dire moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un fait qui m'est imputable, donc je vais contester devant un tribunal. Ça peut être pour ce cas-là qui est complètement litigieux, ça peut être aussi pour le fait que la classe qu'on vous demande de payer n'est pas la bonne, dans le cas donc il y a un litige avec la société d'autoroute. Donc évidemment, à un moment donné, c'est le juge qui reprend la main et qui va trancher quand les deux parties ne sont plus d'accord. Concrètement, il fait comment, Jean-Philippe? Oui, voilà. Alors Jean-Philippe, il a 2 mois pour contester. Oui, il a reçu donc, c'est ça, je dis pas de bêtises. J'ai déjà contesté, donc j'ai envoyé un courrier. Et ils m'ont répondu à me dire donc c'est bien acté, qu'ils disent que la barrière était ouverte, c'est bien dit, mais qu'ils disent que voilà, j'aurais dû regarder le lecteur et sonner pour appeler quelqu'un. Oui, bien sûr. Puis, attention, la barrière est ouverte. Voilà, puis la marmotte, elle met la chocolat dans le papier d'allume. Donc là, c'est quoi, quelle démarche je dois faire? C'est ça. Et puis surtout, moi j'ai une autre question à poser au-delà de celle-ci, Jean-Philippe, c'est quel coût ça va vous incomber? Parce que si ça vous coûte plus cher, il y a un moment, il faut mettre jeu somme. Non, écoutez, moi je suis très confiant. Je pense que un juge un peu raisonné, vu la situation, qui est aussi un utilisateur, vous donnera gain de cause. Soit dira il y a une décharge totale de l'amende qui vous est réclamée parce que vous êtes dans une situation particulière, exceptionnelle, et à défaut, il vous dispensera de peine, c'est-à-dire que il dira je peux pas vraiment vous relaxer, mais je vous condamne pas. Écoutez, vous pouvez pas être jugé, condamné de la même manière que celui qui est à côté de vous va forcer la barrière de péage. Il y a 2 poids, 2 mesures. Oui, mais donc, alors concrètement, il faut
maintenant que vous demandiez au tribunal, puisque vous avez normalement sur les documents qui vous sont envoyés l'adresse du tribunal qui va gérer cette problématique-là, vous demandez votre passage au tribunal, vous écrivez à l'officier du ministère public en produisant l'ensemble des pièces, votre contestation et la réponse de la société d'autoroute en demandant que ce soit un tribunal de police qui tranche ce litige. Et ça vous ne ne coûte payez pas plus rien. d'argent. Ah, voilà, très bien. Et vous ne payez absolument rien, évidemment. Voilà. Rémi, là on parle des péages, mais il n'y a pas que les péages qui sont dépénalisés. On a aujourd'hui le stationnement dans pratiquement toutes les villes qui est dépénalisé et de plus en plus les excès de vitesse. Oui, alors les villes, effectivement, c'est la gestion du stationnement. Maintenant, ce n'est plus une infraction, là aussi, au code de la route, c'est le paiement d'une taxe, d'une redevance domaniale, c'est le droit de pouvoir utiliser une place de stationnement. Donc ça, on voit les ravages que ça fait parce que les sociétés privées, évidemment, qui sont dans le cadre du contrôle, verbalisent à tout va. Pour vous donner juste un chiffre, à l'époque de la pénalisation, donc quand c'était une infraction, une pervenche, on va dire ça comme à l'ancien temps, verbalisait environ 20 PV par jour. Aujourd'hui, avec les sociétés privées, le même agent privé, lui, en fait 200 par jour. Oui, il y a un objectif à tenir. Hein. Enfin, exactement. Quand on est une société privée, on doit faire de l'argent. Voilà, Laurence, c'est normal. Une société privée doit gagner de l'argent. Enfin, il n'y a rien de choquant là-dessus. Et vous avez des véhicules qui vont évidemment maintenant capter les infractions en lisant les plaques d'immatriculation. Donc, c'est évidemment un vrai ravage en termes de verbalisation, avec une complexité absolue pour contester. Oui, c'est ce que j'allais dire. On n'y comprend pas grand-chose. Voilà, c'est très compliqué. Tout est fait pour que la personne renonce, soit dissuadée de contester. Hallucinant. Donc on peut rien faire. On peut rien faire. Et comment ? Alors si Laurence, on peut faire rapidement, on conteste auprès de l'autorité qui a verbalisé, qui est l'entreprise qui s'occupe de la gestion du parc de stationnement. Donc autant vous dire que dans 99% des cas, elle va maintenir la verbalisation. Et là aussi, l'étape d'après, c'est de saisir une commission qui est à Limoges, qui s'occupe du contentieux du stationnement. C'est une histoire de super tribunal administratif. Et là, c'est un juge qui va trancher, sachant que dans 50% des requêtes, le juge donne raison à l'automobiliste. Donc il y a toujours intérêt à, mais il faut franchir le cap du formalisme de la contestation qui est extrêmement compliqué. Comment ça se passe pour les sociétés privées qui conduisent les voitures radars ? Là, c'est pas eux qui verbalisent. Alors, là aussi, il y a un débat sur est-ce que finalement le conducteur constate une infraction ou pas. Bon, la réponse des pouvoirs publics, c'est de dire que non, évidemment. La personne ne fait que circuler et c'est la machine qui va enregistrer directement l'excès de vitesse. Bon. Donc là aussi, il y a un agent de police, si vous voulez, en bout de chaîne, qui dans le processus va constater l'infraction. Donc là, on ne peut pas vraiment parler de dépénalisation parce qu'il y a bien une infraction pénale qui est maintenue, mais la constatation, elle procède quand même effectivement d'un processus privatisé, puisque ce sont des chauffeurs privés, salariés du privé, d'une entreprise privée qui roulent et qui constatent les infractions, qui relèvent les infractions. Bon. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres dépénalisations dans un avenir proche, parce que ça a l'air de bien marcher entre guillemets. Mais vos craintes sont bien fondées. Voyez-vous, très clairement aujourd'hui, les pouvoirs publics veulent dans l'esprit, ils veulent dépénaliser quasiment tout le droit routier. En fait, ils veulent que ça soit traité par l'administration dans le cadre d'un traitement d'amende forfaitaire, de transactions. Bref, on veut essayer d'anéantir les droits de la défense. On le voit par exemple, et j'en termine par là, avec les amendes délictuelles. On nous avait dit au départ, ce sont uniquement pour des contraventions, et maintenant on les a étendus à des délits, par exemple le défaut de permis, le défaut d'assurance, le rodéo urbain. Maintenant vous avez, bon c'est autre chose, mais même pour la consommation de cannabis, aujourd'hui vous avez des amendes, on vous donne juste une amende, vous payez, c'est terminé, il n'y a plus de passage au tribunal, il n'y a plus rien. C'est une forme de bureaucratisation du droit de l'automobile qui se prépare devant nous. Oui, bon, c'est pas réjouissant. Rémi, vous allez rester avec nous, on va faire une petite page de réclame, et puis après on aura une autre question d'un auditeur qui réclame aussi l'avis d'un avocat expert. Retour dans les années 70.
J'adore ça. Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup, évidemment, à Jean-Philippe d'avoir posé sa question qui ouvre un sujet qui nous concerne tous et très intéressant. À suivre donc, eh bien, on va entre autres avoir une autre question avec vous. Et puis, on a plein d'autres choses à vivre ensemble. Vous n'hésitez pas. Vous êtes nombreux déjà à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Et nous vous remercions d'être de la grande famille de On Parle Auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et dans quelques minutes, évidemment avant midi, attention, restez bien, nous allons vous dévoiler la voiture la plus écologique du marché selon Green NCAP. Mais pour l'heure, nous continuons de vous accueillir au 0800 26 300 300 avec vos questions. Et c'est Florent que nous recevons. Salut Florent. Bonjour Florent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oh, bonjour quel maître. joli accent. Vous appelez d'où? De Toulouse. Ah, j'adore. Oh, non, pardon, excusez-moi. On vous écoute. Donc j'ai une BMW série 3 qui est tombée en panne lors de mon départ en vacances l'été dernier. Ah, dommage. Combien de kilomètres? Quel âge? 32 400 km. Elle avait 3 ans et 10 mois. What? D'accord. Alors ça c'est vous êtes en train d'inquiéter Laurence, Ah oui, qui a qui a beau une BM. avoir été intronisée chevalier de la tête de veau cette semaine. Elle Auprès roule des en mines de BMW et ça va l'inquiéter. Mais surtout qu'elle n'a pas 3 ans la mienne, donc... Et la suite ne va pas la rassurer alors. Donc je tombe en panne de direction, je la fais remorquer dans un garage BMW et ils me font un devis à 950 € pour remplacer un boîtier de direction. D'accord. Donc je conteste par mail, puis au bout d'un mois j'ai enfin une réponse après avoir relancé 3 ou 4 fois par téléphone, et là ils me disent non, on reste sur notre première proposition. Donc je fais un courrier recommandé, accusé de réception, et au bout de 8 semaines, j'ai pas de réponse. Donc je commence à chercher d'autres pistes et j'ai dit tiens, je vais aller sur internet et j'ai trouvé les coordonnées du directoire de BMW. J'ai écrit directement à monsieur Jacquin, responsable France de la relation client. Et il m'explique, après moult mails, il m'explique que les vis cachées n'existent pas, que c'est une notion que j'invente presque. Voilà. Alors moi ça me fait rigoler, mais je vois déjà le sourire de Rémi derrière son téléphone. Alors Rémi, les vis cachées ça n'existe pas, ça c'est un truc d'avocat. Ouais. Attends, Ouais. juste une chose, parce que pour ceux qui ont la page Facebook de Sud Radio, ils vous ont vu commencer à éclater de rire, c'était juste trop beau. Pardon, c'était vraiment bien. Et regardez-nous sur Facebook. Bon alors Rémi, les vis cachées ça n'existe pas, c'est ça? Bah non, ça n'existe pas, non, mais évidemment. Mais Monsieur Jacquin, peut-être pourrait-il ouvrir le code civil et il verrait qu'effectivement, il y a plusieurs articles qui concernent évidemment la relation entre un acheteur et un professionnel de la vente, et notamment de la vente automobile. Bon, plus sérieusement, c'est d'abord, au-delà du fait que c'est commercialement une expérience client quand même assez désastreuse vis-à-vis de notre auditeur. Donc oui, évidemment qu'il y a une notion de vice caché, c'est une notion qui s'applique pour toute vente, donc, et y compris automobile, avec, pour le professionnel de l'automobile, une obligation renforcée. C'est-à-dire qu'il vend un véhicule qui évidemment est en parfait état de marche, et s'il y a, comment dirais-je, un désordre, il est presque présumé le savoir, et en tout cas il ne peut pas l'ignorer. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait notre auditeur, il doit néanmoins justifier et démontrer qu'il y a un vice caché, c'est-à-dire qu'il y a un désordre qui est en germe au moment de la vente du véhicule. C'est pour ça qu'on va écarter ce qu'on appelle les vices apparents, évidemment, ce qu'on pouvait tout de suite voir et vérifier, notamment aussi le fait qu'on a mal utilisé le véhicule, quand on a un usage qui n'est pas conforme à ce que l'on devrait faire du véhicule, etc., etc. Donc, néanmoins, c'est bien à celui qui se prévaut de cela de démontrer qu'il y a un vice caché. Ben, comment on le démontre? On va le démontrer avec une expertise amiable. On fait venir un expert qui va dire, là, manifestement, oui, il y a un défaut. Ça peut être un défaut de conception de la pièce, un défaut lié à une réparation, une usure prématurée de la pièce, etc. Et le professionnel, alors souvent il y a une confusion complète entre les différentes garanties. Il y a ce qu'on appelle la garantie commerciale. Bon, on vous dit, voilà, votre voiture est garantie 1 an, 2 ans, 5 ans. En gros, on discutera pas, le véhicule il est déposé, on fait les réparations, on n'en parle plus. Et puis les professionnels, mais que ce soit pour l'automobile ou pour toute autre chose, souvent disent, oui, mais après cette garantie-là, il n'y a plus rien.
bon, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Eh ben, ce n'est pas évidemment vrai, puisqu'on a une garantie légale des vis cachées qui est encapsulée dans un délai de 5 ans. C'est-à-dire qu'au-delà du délai de 5 ans, on ne peut plus se prévaloir d'un vice caché. Par contre, dès qu'on découvre le vice caché, on a 2 ans pour agir. D'accord ? Donc, ce véhicule a été acheté il y a moins de 5 ans. Le vice est découvert maintenant et après donc l'expiration de la garantie commerciale. Il faut que l'auditeur y fasse venir un expert qui va... Oui, il peut déjà, Rémi, dans un premier temps, il peut déjà, bon là c'est un boîtier de direction, donc c'est un organe qui ne nécessite pas un entretien particulier, qui ne peut pas être lié à un mauvais usage, sauf si Florent monte les trottoirs à toute vitesse en permanence, mais je pense pas. En plus, il y aurait d'autres dégâts sur la voiture. Donc là, on est, à mon avis, typiquement dans un défaut de fabrication qui touche cette pièce en particulier. Il peut déjà tenter dans un premier temps de renvoyer un recommandé en expliquant, en rappelant la loi. C'est quoi comme... Bien sûr. C'est le code civil, on est d'accord. Oui, ce sont les dispositions du code civil sur l'obligation du vendeur qui garantit les vices de la chose. Il peut prendre contact avec son assureur. C'est ça. Et s'il a une garantie, son assureur l'aidera. Il y a un juriste qui l'aidera à rédiger un courrier. Protection judiciaire. Donc il prend contact avec son assureur pour renvoyer un courrier. Mais effectivement, il ne faut pas laisser ça là. Après, s'il est tombé sur Monsieur Jacquin qui veut rien entendre et qui dit que ça n'existe pas, Monsieur Jacquin, il pliera au moment où l'expert dira je suis désolé, voilà, c'est un vice caché. Super. Alors, sachant que, et pour terminer, que attention, l'action, elle se dirige non pas contre le constructeur du véhicule, parce que vous n'avez pas de lien contractuel avec lui, c'est avec votre vendeur. Donc le vendeur, ça peut être évidemment un particulier, ça peut être aussi un professionnel, évidemment. Donc l'action en garantie des vices cachés, elle s'ouvre auprès de tous les vendeurs, même des non-professionnels. D'accord. Donc si Laurence me vend sa voiture et qu'il y a un vice caché, j'attaque Laurence. Ouais. Vous pouvez attaquer Laurence, Jean-Luc, mais je défendrai Laurence. Merci Rémi. Alors ça fait plaisir. Judas. Non. Je me sens protégé. Bon, vous savez quoi, l'essai de la semaine, c'est une BMW. Florent, on va vous laisser faire cette démarche. Vous nous tenez au courant, évidemment. Oui, merci. De rien. Et puis vraiment, faites-le au bout. Prenez tout. Je pense que vous avez pris note. Sinon, vous pourrez réécouter en podcast tous les bons conseils de l'ami Rémi Jossom, maître Rémi Jossom, qui était avec nous aujourd'hui, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Allez, à suivre, l'essai de la semaine. Bon week-end à tous les deux. 14. Agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et on prend le volant aussi avec la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez que vous allez pouvoir suivre également les extraits de l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc. Mais juste avant, puisqu'on a Laurent avec nous, notre auditeur, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez bien passer une journée avec nous, tout le moins une émission avec nous. Laurent qui arrive d'Orléans. Ça se passe comment depuis le début de l'émission, Laurent ? Très bien, très serein. Vous apprenez plein de choses, hein ? On va le faire bosser dans la deuxième partie de l'émission. Oui, on va bosser parce que maintenant c'est ce qui va se passer. Les auditeurs qui viendront, ils vont travailler. Très bien. Exactement. Et puis merci pour les cadeaux que vous nous avez ramenés. C'était pas, si vous venez, ne venez pas avec des cadeaux, mais c'est toujours merci beaucoup. Votre voiture préférée à part votre SM ? La voiture préférée ou la marque préférée ? La marque, c'est double chevron, Citroën. On en parlait la semaine dernière, la marque la plus collectionnée au monde. Citroën. Mais bon, on va pas parler de Citroën dans l'essai de la semaine. C'est dommage, vous auriez été avec le patron de Citroën la semaine dernière si vous aviez été avec nous. On va parler de la BMW iX1. Voilà. On avait fait déjà l'essai du BMW X1, c'est le petit SUV de la famille. Bon, petit, je mets des grosses guillemets parce qu'il fait 4,50 m de long, ça commence à être un beau bébé déjà. Il s'est rapproché du X3 par la taille, mais aussi par le style et puis les prestations. Comme son grand frère, il propose des motorisations thermiques, hybrides et 100% électriques, et c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, en matière de style, peu de différence avec les versions thermiques pour ce modèle électrique, si ce n'est la calandre qui est fermée, puis il y a des inserts bleus ça et là. Alors mon modèle, il était bleu, donc on voyait pas vraiment. Il y a des jantes spécifiques sur la voiture. Il est beau le bleu. Ici, moi j'avais du 19 pouces. Alors BMW, ils savent que j'aime pas les grandes roues, donc ils m'avaient passé une voiture avec des petites roues. On peut avoir du 20 pouces en option. Le plus évident, c'est en revanche, ce qui change avec le modèle thermique, c'est que la garde au sol est plus basse à cause de la batterie. On a 17 cm de garde au sol, c'est 3 cm et demi de moins qu'avec un modèle thermique. Cette batterie, elle est dans le sous-bassement. Elle ne pénalise pas trop la taille du coffre. On a quand même 490 litres.
C'est 50 litres de moins, mais ça reste quand même généreux. Et puis l'espace à bord, à l'arrière, qui était très généreux, reste aussi assez vaste malgré un plancher qui remonte un petit peu. Puis on perd surtout la modularité, la banquette coulissante qui n'existe plus sur la version électrique. Sur la version M Sport, c'est la finition que j'avais en essai. On a des sièges en Alcantara qui offrent à la fois un confort et un très bon maintien latéral. Un petit clin d'œil à la Citroën que j'ai essayé il n'y a pas longtemps avec des sièges qui n'étaient pas bien. Donc voilà, vous copiez sur BMW. La présentation de la planche de bord, elle reprend le dessin aujourd'hui de toutes les BMW, avec une grande dalle incurvée qui regroupe à la fois une instrumentation numérique de 10,25 pouces et puis un écran tactile central de 10,7 pouces. La qualité des matériaux, elle est excellente dans cette finition. On a même au-dessus du tableau de bord du cuir de pétrole. C'est un animal... En voie de, qui n'est pas en voie de disparition. C'est un cuir synthétique. Ouais, voilà. Ouais. Bon, comme sur beaucoup de modèles, l'ergonomie souffre un peu du passage obligatoire par l'écran central pour un tas de fonctions. On peut paramétrer l'affichage au milieu des compteurs sur notre version et elle dispose d'un affichage tête haute parce que c'était du haut de gamme. Sous le capot, alors ici on a la plateforme traction du constructeur. On trouve donc un système de propulsion 100% électrique. Vous allez me dire, il est en traction? Ben non, il n'est pas en traction. Il y a 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. On est donc en 4 roues motrices. C'est des moteurs, c'est la particularité de BMW avec Renault. Ils ont des moteurs synchrones bobinés. On verra que ça consomme un peu moins sur autoroute. Donc un à l'avant, un à l'arrière pour une puissance maxi totale de 313 chevaux. C'est même plus que sur le X3. C'est un paradoxe. Très agréable à conduire ce X1 avec sa suspension adaptative. Alors c'est pas une suspension active, mais ça réagit à la vitesse de compression et de détente des amortisseurs. Avec les roues pas trop grandes, il est vraiment confortable. En plus, comme sur les électriques, il n'y a pas de vitesse à passer. Il y a un grand silence, une réactivité instantanée des moteurs électriques. On a quand même 494 Nm de couple disponible instantanément. Et puis en fait, on a 272 chevaux. Je vous ai dit 313, mais 272, on a 313 lorsqu'on appuie sur un petit bouton boost. Et pendant 10 secondes, on a droit à 313 chevaux. Attention, ça déménage. Bon. 10 secondes seulement. Ouais, non, mais 10 secondes quand vous avez déjà 272 chevaux. Alors, si vous appuyez à fond, s'il y a le phénomène de ce qu'on appelle le kick-down, comme sur les boîtes automatiques, où là, vous avez la puissance totale. Alors, le châssis est très équilibré. Il était vraiment très bien sur le X1 thermique. Il est peut-être un tout petit peu moins joueur. Et pourquoi? Parce que le Pestio frôle les 2 tonnes. Mais je vous rassure, batterie, mais ça reste une BMW, donc c'est très dynamique. En récupération d'énergie, on a alors soit le mode automatique que je vous conseille de laisser, qui adapte le frein moteur, on va dire ça comme ça, au profil de la route et au trafic, soit une position B qui vous permet de conduire avec une seule pédale jusqu'à l'arrêt total. Je suis pas un grand fan, moi, de cette solution-là. Alors, important, consommation, autonomie. Côté consommation, dans des conditions vraiment très défavorables, 130 km/h sur autoroute, avec du froid, du vent de face, j'ai consommé 27 kWh au 100 km. On peut considérer que c'est bien pour un engin de ce gabarit, malgré en plus un CX qui est un peu moins favorable que sur la version thermique, à cause de la batterie qui dépasse en dessous. On est à 0,27. 0,27, les Tesla sont à 0,20, donc il y aura un petit peu à gagner. La conso moyenne, avec un peu de ville, de la route, 50 km d'autoroute à 130 km/h, 23,5 kWh au 100, avec la batterie de 64,7 kWh utile. On a donc 250 km d'autonomie réelle. On peut évidemment aller beaucoup plus, on peut être entre 300 et 400 si on fait que de la route ou que de la ville. La puissance de charge, tiens, c'était à Orléans justement. Puissance de charge maxi 130 kW. Alors là, le contrat est rempli. J'ai réalisé 12 à 80% en 32 minutes, donc ça charge quand même assez vite. Bien. Et on a même un chargeur en option de 22 kW qui est disponible pour le courant alternatif. Donc en solution de charge, on est plutôt pas mal. Il est un peu moins cher que ses concurrents directs Audi et Mercedes, mais quand je dis moins cher, on parle de BMW. Donc le modèle que j'avais coûtait 60 000 €. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour 60 000 €, on n'a plus de bonus écologique. Donc c'est 60 000 €. Il faudra absolument que les constructeurs européens s'alignent à la fois sur Tesla et sur les constructeurs japonais, chinois. Coréens. Alors coréens, oui, mais surtout chinois. Vous avez vu, aujourd'hui, la MG4 a dépassé en vente la Renault Zoé en France. C'est quand même, ça paraît incroyable, mais c'est vrai.
termes de prix et tout. Bah, ouais. Bon, en tout cas, l'essai complet filmé par l'ami Jean-Luc. Très bonne voiture. Sur la page YouTube de Sud Radio, donc vous l'aimez. Voilà, en tout cas, voilà. Oui, c'est très bien. Même si le prix est un peu élevé. C'est très bien, mais c'est un peu cher. Vous avez juste évoqué Tesla, j'en profite, il nous reste 15 secondes. On a évidemment sur Sud Radio, la page Facebook, une question qui nous vient de Michel et qu'on embrasse d'ailleurs, qui dit quel Tesla 3 acheter pour obtenir la prime électrique. Les prix ont baissé, donc aujourd'hui, le premier modèle de Tesla. Alors, vous l'aurez pas tout de suite, parce qu'évidemment, tout le monde veut une Tesla 3, vu que les prix ont baissé. Ceux qui l'avaient commandé et qui l'ont eu. Alors, ceux qui l'avaient commandé et qui ne l'avaient pas reçu vont avoir droit à la baisse de prix, mais ceux qui l'avaient commandé et qui l'ont réceptionné, malheureusement, l'ont payé plus cher. Bon, voilà, mais en tout cas, vous avez la réponse, donc ce qu'on veut maintenant, mais il faut être patient. Et ben voilà, vous avez aussi une question à poser. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous le voulez, ou vous nous écrivez aussi, sur jeparticipe@sudradio.fr, ou comme l'a fait Michel, ou comme vous êtes nombreux à le faire sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et vous êtes tous impatients depuis le début de cette émission, puisqu'on gardait en secret la voiture la plus écologique du marché selon Green NCAP. On va en parler tout de suite. Alors, on va attendre que Laurent d'Orléans arrête de parler pendant qu'on fait l'émission. C'était quoi votre question? Là, allez, on est en direct. On est en direct, les garçons. On fait pas une émission de radio. Non, mais j'adore. Laurent, vous parliez de Tesla. Donc, et vous l'avez essayé, la Tesla? J'ai essayé la Model S en 2014. Et alors? Je me suis régalé. Je voulais pas la rendre. Voilà. Allez, Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Quelle est la voiture la plus écologique du marché selon Green NCAP? On en parle avec vous, l'ami Jean-Luc, mais aussi avec Céline Valaude, qui est responsable expertise et réglementation à l'UTAC. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, une petite question super perso avant. Je crois que j'ai croisé vos parents à Rétromobile. C'est possible ou pas? C'est possible. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc je sais pas, c'est eux qui m'ont dit tiens, notre fille, vous l'aviez eu comme ils sont venus vous dire bonjour. Voilà, ils sont venus vous dire bonjour. Voilà. Donc vous ferez la bise à vos parents. Bon, on parle de Green NCAP et on parle de la voiture la plus écologique du marché. Exactement. Green NCAP, c'est quoi rapidement? Alors Green NCAP, c'est une initiative de l'Euro NCAP qui est lui orientée sécurité, mais qui existe depuis déjà 25 ans. Et Green NCAP, l'Euro NCAP, il y a à peu près 5 ans, suite au Dieselgate d'ailleurs, s'est donc attaqué à regarder l'éco-responsabilité des véhicules. Et donc cela fait 5 ans qu'on a lancé le programme et environ 3 ans que l'on publie des résultats. Et là aujourd'hui, on a à peu près 94 véhicules. 94 résultats publiés sur le site qui sont accessibles au grand public. Alors vous mesurez quoi? Qu'est-ce que mesure Green NCAP pour juger les voitures? Parce qu'au final, il y a des étoiles comme pour les étoiles Euro NCAP, donc sur la sécurité. Là, il y a des étoiles pour le respect de l'environnement. Et bien, qu'est-ce qui est mesuré? Alors, ce qui est mesuré, c'est selon trois coefficients différents. Donc, on regarde d'abord tout ce qui est polluants locaux. Ensuite, tout ce qui est... donc en clair, ce qui sort de l'échappement, quoi. Exactement. Donc, pour reprendre des termes connus, donc des NOx ou des particules. Et également tout ce qui est donc efficacité énergétique. Et un troisième pan qui sont les émissions de gaz à effet de serre. Alors, gaz à effet de serre pendant toute la durée de vie du véhicule. C'est-à-dire, on tient compte de la fabrication de la batterie, par exemple, sur les véhicules électriques. Alors, très bonne question. Donc là, pour le programme aujourd'hui, dans ce qui est de la notation des 5 étoiles, non. On prend uniquement le puits à la roue. En revanche, c'est un sujet qui est pris très sérieusement par l'Euro NCAP et par le Green NCAP. Et donc, le Green NCAP a développé un outil qui mesure effectivement les équivalents d'émissions de CO2 sur tout le cycle de vie du véhicule. Donc, comme vous dites, de la production au recyclage du véhicule. Mais les données n'étant pas encore assez précises ou objectives, en tout cas pour comparer les véhicules entre eux. Pour l'instant, ce sont uniquement des informations qui sont fournies sur le site, qui peuvent aussi être consultées pour les véhicules qui sont testés par le Green NCAP, mais qui ne rentrent pas aujourd'hui dans la notation des 5 étoiles. D'accord. Donc on ne tient pas compte de la fabrication de la batterie ou de son recyclage dans le jugement que pour l'instant Green NCAP donne. Non, à terme, ce sera le cas. On attend d'avoir vraiment des données plus précises et plus objectives. En fait. L'efficacité énergétique, ça tient compte de quoi? Parce que, alors on sait que c'est la consommation du véhicule, d'accord, mais alors là, on va reprendre le cas des véhicules électriques. Il y a des véhicules électriques qui sont plus ou moins efficaces pour recharger leur batterie.
Exactement. Alors, l'efficacité énergétique dans le programme rend compte plusieurs choses. Donc, comme vous dites, la perte à la charge du véhicule est prise en compte. Donc, on peut avoir des écarts effectivement de 10-15% de perte qui, sur une grosse batterie, en équivalent essence, représenterait 1 litre, par exemple. Oui, c'est comme si je faisais mon plein en mettant de l'essence à côté du réservoir, quoi. Exactement. Genre j'ai la tremblote quand je mets le... C'est ça. Je mets le pistolet dans le réservoir. Exactement. Et donc, ce que l'on regarde aussi, c'est... au-delà de tout ce qui est réglementaire, et ce que l'on regarde aussi, ça va être la consommation sur autoroute. Et les consommations à très basse température. Alors, Green NCAP, c'est un programme européen. Donc là, les températures que l'on regarde, ça va être du -7. On couvre donc toute l'Europe. Hein. Donc on a aussi des pays dans le nord qui ont des conditions de roulage assez extrêmes. Donc c'est pour ça qu'on regarde sur une plage assez large. C'est également un programme qui regarde aussi les véhicules qui sont autres que électriques. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a aussi la partie autoroute qui est considérée. Qui est importante. Alors bon, là il faudra un petit roulement de tambour, mais voilà, Laurence fait très bien le roulement de tambour. Selon Green NCAP, en 2022, la voiture la plus écologique du marché, c'est quoi? Enfin, celle que vous avez mesurée, c'est quoi? Attention, fin du suspense. J'étais patiente, hein. Alors, celle que l'on a trouvée, donc la plus éco-responsable, en tout cas, c'est la Dacia Spring aujourd'hui, qui donc cote évidemment à 5 étoiles et en fait qui a un très bon résultat, notamment parce que c'est un véhicule qui est assez léger, hein, il fait moins d'1 tonne et qui s'est avéré très efficace, notamment au niveau des roulages dans les conditions froides. Donc véhicule électrique, effectivement, il est très sensible à tout ce qui est basse température, dans la mesure où déjà donc il y a une grosse consommation de chauffage qui est faite à ce moment-là. On utilise le chauffage, on allume le chauffage quand on fait nos essais, on se met en condition, on va dire, client. Et donc c'est effectivement un essai qui est assez contraignant pour les véhicules électriques et c'est là que la Dacia Spring effectivement a très bien performé par rapport à ses concurrents. C'est très étonnant parce qu'elle n'a pas de pompe à chaleur, cette Dacia Spring, vu qu'elle n'est pas très chère, et elle arrive à faire mieux que des véhicules beaucoup plus onéreux. Bon, alors Dacia Spring, donc qui monte sur la première marche du podium. Deuxième et troisième marche, c'est quel véhicule? Alors la deuxième, c'est la Tesla 3. Ah bah voilà, on en parlait il y a longtemps. C'est recoupe ce que vous étiez en train de dire quelques minutes plus tôt. Qui est également, elle a très bien, alors un peu moins du coup performé que la Dacia Spring sur la partie froide, mais par contre ça a très bien performé sur la partie autoroute, qui est d'ailleurs la meilleure qu'on ait mesurée. Oui, ben ça c'est lié en fait à l'aéro. Hein. On sait que sur autoroute, à 120 km/h, 60% de l'énergie, c'est la résistance aérodynamique à l'avancement. Donc, exactement. Donc une voiture très aérodynamique sera meilleure qu'une voiture qui l'est moins, c'est clair. Donc deuxième, la Tesla 3, troisième. Alors troisième, on a deux ex-aequo en fait, qui sont la Renault Mégane E-Tech et la NIO ET7. Donc on a effectivement... Donc que des voitures électriques sur le podium. Est-ce qu'elles sont très loin en matière de notation, les véhicules thermiques? Les voitures thermiques, pardon. Oui, alors elles sont très loin. Les véhicules thermiques sont plutôt vers du 3 étoiles. Donc comme je vous disais plus tôt, c'est un programme qui regarde vraiment, qui a choisi d'avoir une notation globale et de mettre tous les véhicules sur la même échelle. Donc forcément, quand on regarde en termes de polluants locaux, les véhicules électriques sont forcément nettement meilleurs, puis surtout à 100% du score sur ce point-là. Donc effectivement, on a un décalage. Néanmoins, on a des véhicules thermiques qui vont monter quand même jusqu'à 3 étoiles. Lequel par exemple, pour conclure? Par exemple, vous allez avoir une Skoda Fabia qui va être à 3 étoiles. C'est bien parce qu'elle reste en plus un budget intéressant comme la Dacia qui est à 20 900 €. Mais par contre, ce que j'ai noté, c'est que par exemple une 308 PureTech essence, elle est notée qu'à 2 étoiles, elle n'est pas très bonne. En qualité de l'air, elle est à 3,8 sur 10, en efficacité énergétique à 4,7 sur 10, et en effet de serre à 3,2 sur 10. Donc voilà, c'est pas terrible. Et je crois même que la version diesel fait un peu mieux. Ah bah, en tout cas, merci de nous avoir dévoilé ce classement. Merci beaucoup. Céline Vallaude, responsable expertise et réglementation à l'UTAC. Alors très bien, pour la voiture la plus écologique, c'est donc la Dacia Spring, elle est à 20 800 tickets d'entrée.
Après la Tesla, on a des tickets d'entrée à 44 990. Non, ça a baissé les prix en fait. Bah là, j'ai marqué 2023. Hein. Ouais, non, mais les prix ont baissé il y a 3 semaines et peut-être que Et la Renault E-Tech, 39 000 en 2023, hors bonus écologique. Voilà. Bon, en tout cas, c'était bien de savoir. Merci beaucoup pour cette découverte, l'ami Jean-Luc. Allez, à suivre. Eh bien, nous, on va continuer évidemment de parler auto avec vous. Vous n'hésitez pas à vous nous appeler 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Sud Radio, on parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci à vous tous d'être très présents sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes toujours en train d'échanger entre vous. Ça nous fait vraiment plaisir. On a eu une question d'ailleurs avant d'accueillir Véronique qui nous a contacté pour vous rencontrer, vous poser une question, l'ami Jean-Luc, au 0826 300 300. On a eu des questions sur les voitures électriques et la neige en disant du coup ça chauffe pas, donc ça ne fond pas. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être développées dans le passé, dans le futur? Une voiture chauffante pour pas que la neige colle dessus. À part si on habite en montagne, les jours où la voiture est couverte de neige, c'est assez rare. C'est assez rare. Bon, alors, ce que vous devez faire, par contre, par rapport à un véhicule thermique, de toute façon, un véhicule thermique, quand vous démarrez, le capot, il n'est pas encore chaud. Et vous n'avez pas le droit, normalement, de rouler si vous avez de la neige sur la voiture. Parce que si la neige se détache et qu'elle tape dans un véhicule derrière et qu'il a un accident, vous êtes responsable. Elle vous surprend. Catherine Rupani, elle dit, Catherine sur la page Facebook, elle dit, on y va avec la raclette et le balai pour retirer la neige avant de partir. Voilà. Avec un véhicule thermique, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y aura pas de développement sur les capots. Vous n'avez pas le droit de rouler avec de la neige sur la voiture. Il n'y aura pas de développement de voitures chauffantes. Non, on oublie. Allez, on accueille tout de suite au 0826 300 300 Véronique qui a une question à vous poser. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien vous deux? Sublime. Vous appelez d'où? Alors, j'appelle du Val d'Oise, d'Aumont. Très bien, on écoute Sud Radio sur le 99.9. On vous écoute. Tout à fait. Alors, merci d'avoir pris ma question. J'ai fait passer la voiture au contrôle technique et on m'a signalé que mes phares étaient en train de s'opacifier. A priori, c'est de l'usure. Alors, ça nécessite pas une contre-visite. Par contre, j'aimerais savoir ce que je... Ah bon? Oui, parce que si vous continuez à aller au contrôle technique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les phares, alors autrefois, ils étaient en verre. Alors, Laurent qui est venu avec sa SM, lui, il n'aura jamais ce problème-là. Quoique, la vitre avant, c'est pas du polycarbonate, justement? Non, d'origine, c'est du verre trempé. C'est du verre trempé. Alors, ça fait un boucan d'enfer quand ça pète. Ah oui, alors, le verre trempé, ça se pacifie pas, mais par contre, c'est vrai que quand on prend un caillou, ça casse. Aujourd'hui, les phares sont tous en polycarbonate. Je vous le fais court, en plastique. Le problème, c'est que le polycarbonate, c'est sensible aux UV, et même avec un vernis sur les phares, quelle que soit la qualité du phare. Vous prenez le véhicule le plus haut de gamme du marché, avec des phares en polycarbonate, avec le temps, ça va jaunir, ça va s'opacifier. Ça peut diminuer l'intensité de l'éclairage jusqu'à 40%. C'est pour ça qu'avec un phare très jaune, on va être recalé au contrôle technique, puisqu'on a perdu 40% de la puissance d'éclairage. Donc dans votre cas, on vous a dit attention, ça commence à se pacifier, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Alors, vous me dire, qu'est-ce que je peux faire? Alors, premier truc, vous pouvez aller acheter des phares à la casse, mais ça coûte un peu d'argent. Il y a Laurent, notre co-animateur de l'émission, qui dit qu'il faut frotter. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il existe des kits de rénovation. Alors là, il ne faut pas hésiter à dépenser un tout petit peu plus, parce que vous avez des kits à partir de 30 €, mais franchement, mieux vaut prendre un produit un peu haut de gamme, qui est vendu en plus, vous avez des disques de polissage, vous avez souvent même un petit adaptateur qui se branche sur une perceuse, qui vous permet de polir le phare. Alors vous allez déjà polir pour enlever l'ancien vernis, polir pour remettre le phare qui va redevenir clair, et ensuite, dans ces kits haut de gamme, vous avez un vernis qu'il faudra remettre à nouveau sur le phare. Le problème, c'est que quand vous aurez commencé à faire ça, il faudra le refaire tous les 3-4 ans. Ah, d'accord. La durabilité est assez faible. On a une idée du coût de ce genre de choses ou pas? Pour 80 €, vous avez un kit complet, et tous les 3-4 ans, il faudra vous y remettre. Il faudra poncer je ponce, donc je suis. Je ponce. Mais ça coûte toujours moins cher qu'un bloc optique. Ça coûte toujours moins cher que... Vous avez quoi comme voiture d'ailleurs? Une 308 qui date d'un petit moment, puisqu'elle a plus de 10 ans.
Voilà. Mais alors en fait, les phares ne s'opacifient que à l'extérieur, pas du tout à l'intérieur. Oui, c'est ça. Oui, c'est le. En fait, c'est les UV, c'est les UV qui vont abîmer à la fois le vernis extérieur et le polycarbonate. Donc, 80 € tous les 4 ans, c'est pas trop. Non, vous dépensez pas forcément. Laurent ? Non, parce que en fait, Laurence, quand vous avez acheté le kit, vous pouvez faire plusieurs fois le polissage des phares. Bah alors ça va. Laurent. Oui. Est-ce que la voiture couche dehors ou pas ? Oui, elle couche dehors. Voilà. Et voilà. Et alors, par contre, si vous lui offrez une chambre à coucher dans la maison, il se passe si on n'en a pas, vous êtes gentils, les garçons. Non, mais en fait, ça explique tout. Non, c'est vrai. C'est les UV qui dégradent le polycarbonate. Donc, et la lune. Forcément, si la voiture se retrouve est à l'intérieur ou dans un parking en sous-sol, ils vont pas s'opacifier. Il n'y a pas d'UV. Oui, mais enfin, si on n'a pas les moyens. Sauf si vous mettez votre voiture à bronzer de temps en temps sous une rampe UV. Par contre, il ne m'a signalé que le phare avant, donc je présume que les phares arrière aussi, non, justement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En plus, vous avez vu, ils sont colorés vos phares. Ouais. Donc, je fais une petite comparaison. Alors, les opticiens vont me dire, il connaît rien. Mais des lunettes teintées laissent pas passer les UV. Des phares qui sont pas transparents, en l'occurrence des feux arrière qui sont rouges, laissent pas passer les UV de la même façon. Voilà. Ou alors on les regarde moins, ou alors on s'en préoccupe moins, et puis ils sont derrière. C'est le fait qu'ils soient teintés, ça empêche les UV de les dégrader. D'accord. Bon, ben voilà. Okay. Bon, merci beaucoup tous les deux. Ça. C'est ça. Tous les trois aujourd'hui. Tous les trois, parce qu'il y a Laurent, notre auditeur invité, qui a lui aussi donné son avis. Ouais, Jean-Luc ne vient pas le faire à la maison, alors en fait. Daumont, vous n'êtes pas très très loin. Écoutez, je vais passer, j'arrive tout à l'heure. Alors surtout, vous ne faites pas ce que. Tiens, je vais balancer un de mes amis qu'on aura avec nous tout à l'heure. Je cite pas son nom, mais comme on va parler des awards de l'automobile. Soyez amis avec Jean-Luc Moreau. Qui, je crois, on lui posera la question, je crois, avait pris un petit scotch Brite pour éclaircir ses phares. Et catastrophique. Alors surtout, vous ne faites pas ça. Bon. Ne faites pas ça chez vous. Véronique, bonne journée, bon week-end à Donfront. Très jolie commune, hein. Oui, exactement. Très belle. Bon week-end à vous, merci. On vous embrasse très très fort. Au revoir. Allez, à suivre dans la deuxième heure de On parle auto. Évidemment, on va un peu mieux rencontrer Laurent juste après le retour de l'info. Ses passions, sa vie, son œuvre, voilà, par exemple à Orléans et pas que. Mais on va aussi, tout simplement avoir vos questions 0826 300 300. Et là, je crois qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs. On a beaucoup de questions d'auditeurs parce que comme la semaine dernière, on a eu assez peu de questions d'auditeurs parce qu'on était en direct de Rétromobile avec plein d'invités. Et donc j'ai eu quelques messages en me disant mais là vous prenez plus d'auditeurs, donc là on va en avoir beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est pas quand on est en extérieur, c'est pas qu'on ne veut pas vous prendre, c'est que des fois techniquement c'est pas si simple. Compliqué, Et puis on met un peu à l'honneur les gens qu'on va rencontrer sur place. Et puis on parlera bien sûr des Automobile Awards avec la personne dont on ne citera pas le nom tout de suite. Et on connaîtra tous les secrets de la Citroën SM. À tout de suite sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h. Alors évidemment, l'ami Jean-Luc, un petit programme de cette dernière heure ensemble. On va parler de la SM. On va parler de la SM alors on va parler tout de suite de la SM parce qu'on a Laurent qui est venu en SM ce matin, il va nous raconter quand même. Et puis tout à l'heure, on parlera de l'histoire de cette voiture que moi je trouve extraordinaire. J'adore. On en parlera. J'adore la SM. En détail, les Automobile Awards reviennent. On va aussi évidemment vous donner essentiellement la parole. 0826 300 300. Vous nous appelez, il y a Aude qui vous accueille au téléphone ou sinon vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Alors, on y va ? On l'a déjà dit bonjour à Laurent, mais on va lui redire bonjour à 12h03. Oui, on a dit qu'on le ferait bosser pendant la deuxième heure. Donc il a vu comment, pendant la première heure, il a vu comment on faisait. Maintenant, c'est lui. On lui laisse les clés. Il s'occupe de tout. Volant. Merci d'être venu. Le volant pour On parle auto. Vous l'avez compris, chaque samedi maintenant, dans la mesure des possibilités, on accueillera l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Oui, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a au moins une dizaine de demandes. Oui. D'ailleurs, je pense que ce sera une femme la semaine prochaine. Très bien. Alors Laurent, vous et l'histoire de la voiture, la passion, ça commence quand ? Tout petit, mais après j'ai repensé à savoir qui m'a inculqué ça, si c'était mon grand-père qui était garagiste sur la Nationale 20 ou j'ai pas vraiment, j'ai toujours aimé la voiture tout petit, je l'ai dessiné partout, j'en dessinais comme un dessin de gamin quoi. Toujours de profil, voilà. Moi j'en dessinais aussi, heureusement qu'elles sont jamais sorties d'ailleurs. Parce que... Quoique la multiplace et vous, non pardon. Ça aurait pu.
Ouais, donc ça a commencé comme ça. Et puis, alors, par rapport à la SM, en fait, il s'est trouvé que je vivais en Allemagne à l'époque, et puis il y a un représentant de chez Citroën qui allait sur Berlin et qui s'est arrêté chez nous pour présenter la voiture. Et puis je suis monté dedans et j'ai dit, oh là 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 là, c'est quelque chose. À l'intérieur, ça changeait de la 204 des parents. C'est clair. Radicalement avec les compteurs Void, avec la segment sellerie. Grand Tourisme. Hein, oui, c'était une GT. C'est une GT. C'est pas vraiment une voiture de sport, c'est une GT. C'est une grande routière. Et j'ai dit à mon père, ça serait bien. Mon père dit, ouais, mais on va vendre 5 fois la 204 pour acheter cette voiture-là. Ouais, voilà, bien sûr. Bon, alors, le représentant était sympa. Vous avez trouvé 5 clients différents. Donc vous avez arnaqué 4 personnes pour acheter la SM. Non. Et en fait, j'ai eu la Mont Blanc, la miniature, comme ça, que je n'ai plus malheureusement. Et bon, ça a été très longtemps cette voiture-là qui m'a toujours plu. Bon, j'aimais d'autres voitures à l'époque. Hein. Il y avait comme j'étais en Allemagne, il y avait des voitures allemandes que j'aimais beaucoup. Surtout les voitures qui étaient orange avec le capot noir mat, c'était un peu la mode à une époque, à la fin des années 70, fin des années 60, pardon. Mais puis avec le temps, ça s'est espacé par rapport à la SM. Mais juste une chose, Laurent, parce qu'on va parler de la SM en détail tout à l'heure. Vous êtes passionné de voitures, vous les avez réparées depuis tout le temps. Vous mettez la main dans le camp. Enfin, vous êtes comme Jean-Luc. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, quand je viendrai après pourquoi je suis tombé sur cette voiture-là. Ouais. Mais bon, si la personne me la vendait, il fallait que ce soit moi qui l'entretienne. C'était la condition. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pas facile à entretenir une ESM, on le verra tout à l'heure. Hein, et vous faites partie de clubs extrêmement complexe. Oui, il y a deux clubs, et puis ce qui permet d'avoir les pièces de rechange quand on veut faire l'entretien soi-même, évidemment. Oui. Ouais, super, on continuera d'en parler. Hein, mais c'est passionnant de vous rencontrer. Sinon, à part la voiture, d'autres passions ? La radio, la photo, la musique. C'est un homme à rencontrer, voilà. Le vin, la gastronomie. Oui, aussi, oui. Généralement, quand on aime un peu la voiture, on est épicurien sur le reste, quoi. Ça reste. Enfin, moi je dis ça, c'est peut-être un peu résumé, mais bon. On continue de rencontrer d'autres auditeurs ? Exactement. Allez, c'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et dans notre rendez-vous, nous parlons auto et pneus avec Dominique Stempfel, qui est président du syndicat du pneu et qui nous rejoint. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Ouais, alors comme on fait bosser aujourd'hui à la fois les invités et les auditeurs et les experts, on a plein de questions d'auditeurs sur les pneus auxquelles Nicolas, Dominique va répondre. Voilà. Et puis nous, on va aller boire un verre en attendant. Bon, on vous laisse faire un petit café. Ah non, aujourd'hui c'est plus l'heure du café. Bonjour Nicolas. Salut Nicolas. Justement, tiens, Nicolas, voilà, c'est un signe. Nicolas, oui, parce que c'est plus l'heure du café. Vous vous appelez d'où, Nicolas ? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Je vous appelle de Marseille. Ah, très bien. Il fait quel temps là en ce moment ? Écoutez, à Marseille, il fait toujours beau, donc c'est pas compliqué. Oh, le Marseillais. On écoute Sud Radio à Marseille sur le 95.1. Il fait d'autant meilleur que Marseille a battu le PSG, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Oui. Ouh là là, ils ont eu. Ouais. Bon, alors on vous écoute par les pneus, alors. Alors voilà, ma question, elle concerne la loi montagne et les pneus 4 saisons. Ah, cette loi montagne, elle fait parler. Hein. Puisque on va passer quelques jours à la montagne la semaine prochaine. Et en fait, vous aviez dit dans une précédente émission que quand on mettait des pneus 4 saisons, il en fallait à l'avant et à l'arrière. Et moi, je me demandais si j'avais des pneus 4 saisons que à l'arrière, mais que sur l'avant, j'ai des pneus été. Si je mets des chaussettes à neige à l'avant, est-ce que ça passe ? Alors, c'est quoi votre voiture déjà ? Alors, c'est une Ford Focus. En plus, c'est une traction et vous voulez mettre les pneus qui adhèrent à l'arrière. Eh bien, en fait, ça, c'est parce que je vous ai bien écouté que vous disiez qu'il fallait parfois mettre les pneus neufs à l'arrière. Donc, alors attention, quand c'est 4 pneus pareils, là, je pense que ça doit faire rire Dominique aussi. Dominique, alors, déjà, les pneus neufs à l'arrière, mais quand c'est des pneus différents, on ne met pas les pneus qui adhèrent le plus à l'arrière. Non, alors on ne met pas les pneus qui adhèrent le plus à l'arrière, mais s'il est préconisé de monter des pneus par 4, il y a 2 raisons. Alors il y a un aspect légal, mais cet aspect légal, il cache aussi un aspect sécurité, c'est-à-dire que dès le moment où on monte des pneumatiques qui apportent une adhérence supplémentaire, il faut effectuer un montage homogène
de façon à ce que le véhicule ait un comportement neutre. On l'a déjà dit, on l'a rappelé, dans un cas de freinage ou d'évitement, si on a des pneumatiques d'adhérence différentes, soit le véhicule va partir tout droit s'il est mal équipé à l'avant, ou le véhicule va partir en tête à queue s'il est mal équipé à l'arrière. Et là, en l'occurrence, je pense que ce montage-là, il est dangereux. Voilà. Donc, alors, 4 pneus hiver ou 4 pneus été, mais en aucun cas, ou 4 pneus 4 saisons, mais en aucun cas des 4 saisons à l'arrière et des pneus été à l'avant. On est d'accord, Dominique? Ah oui, tout à fait. Bon. Nicolas, l'idée des chaussettes... en avant. Ouais. Pourquoi des chaussettes et pas des chaînes si vous devez rouler en la neige? Alors, parce que j'ai un véhicule non chaînable. Ah. Alors, c'est quoi un véhicule non chaînable? C'est-à-dire que, voilà, au niveau de la dimension des pneus, c'est des 17 pouces 215/50. Voilà, en fait, les chaînes ne passent pas entre l'espace du pneu et le passage de roue, ou alors il faut des chaînes frontales. Voilà. Bon, Dominique, ça existe aujourd'hui des... Oui, alors effectivement, les véhicules non chaînables, c'est un problème de passage de la chaîne dans le passage de roue, et en particulier à l'intérieur. Il ne faut pas que la chaîne vienne frotter contre des éléments de suspension, par exemple, ou contre la coque du véhicule. Donc là, il y a quelques véhicules qui ne sont pas chaînables, et en particulier lorsqu'il y a des montes optionnelles, et là, en l'occurrence, on est en 215 de large. Donc, ce sont des pneus qui sont quand même très encombrants. Et là, en l'occurrence, les fabricants de chaînes ont fabriqué des chaînes spécifiques, des chaînes frontales, qui n'ont pas d'éléments à l'intérieur. En fait, la chaîne, elle se monte par l'extérieur et couvre la bande de roulement du pneumatique. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'éléments qui puissent venir gêner le passage du pneumatique. D'accord. Donc, Dominique, pour Nicolas, la meilleure solution, c'est quoi? C'est 4 pneus 4 saisons? La meilleure solution, c'est effectivement 4 pneus 4 saisons, ça c'est clair. Maintenant, s'il ne veut pas investir dans les pneus 4 saisons, sur le plan légal, il peut très bien s'équiper de chaînes frontales. Et s'il est contrôlé par les forces de l'ordre, s'il a les chaînes frontales dans le coffre, il sera en toute légalité, mais j'ai pas dit qu'il sera en toute sécurité. D'accord. Bon, on a Claude aussi qui a une autre question à poser. Oui, j'ai entendu, Nicolas, vous vouliez réagir avant d'accueillir Claude? Oui, non, mais du coup, les chaussettes, ça passe pas pour l'avant? Alors le problème des chaussettes, c'est que si elles sont parfaitement tendues, il est possible que ça passe. Maintenant, si elles sont pas parfaitement tendues, les éléments textiles risquent de venir frotter, et donc là, non seulement vous risquez d'abîmer les chaussettes, mais en plus vous risquez d'abîmer des éléments dans le véhicule si la chaussette vient à se prendre dans un élément tournant du véhicule. Donc si le véhicule est pas chaînable, il faut passer à la chaîne frontale. D'accord. Voilà, pas de chaussettes. Bon week-end du côté de Marseille. Merci Nicolas, au revoir. On vous embrasse. On a Claude qui a une autre question. Au 0826 300 300. Bonjour Claude. Salut Claude. Bonjour à tous. Alors moi c'est pas Marseille, c'est Avignon. C'est bien aussi. Moi j'aime bien aussi. On fait des jolis vins dans votre coin là-bas. C'est ça. À côté de Châteauneuf-du-Pape. Par exemple, mais pas seulement. On vous écoute. Voilà, le 14 septembre de 2022, nous avons pris livraison de notre voiture neuve à Niro PHEV, et j'ai été surpris de voir qu'elle était équipée de pneus été. Donc je me suis demandé s'il y avait une obligation pour les constructeurs d'équiper leur voiture de pneus 4 saisons ou non. Alors, il n'y a pas d'obligation, évidemment, mais il y a des voitures qui sont équipées de pneus 4 saisons, Dominique, j'ai raison. Alors, il n'y a pas d'obligation, effectivement, mais je vais expliquer pourquoi les constructeurs ne montent pas de pneus 4 saisons d'origine, sauf dans le cas où il s'agit de véhicules à connotation SUV, 4 roues motrices. Par exemple, si vous achetez, désolé de vous couper Dominique, mais si vous achetez un Dacia Duster
4 roues motrices, il est livré d'origine avec des pneus 4 saisons. Oui, une Jeep Renegade ou un 3008 avec l'option Grip Control. Ouais, effectivement, ou un Volvo XC40 aussi, sont livrés en 4 saisons. Enfin, voilà. Et donc, en fait, parce que le constructeur a intégré dans son véhicule des notions d'adhérence renforcées sur des chaussées glissantes. En fait, le fait de monter des pneumatiques 4 saisons pose problème dans la mesure où la législation mesure la consommation des véhicules et les émissions de CO2. Et en fait, les pneumatiques 4 saisons augmentent un peu la consommation et les émissions de CO2. Donc en fait, ça pénalise les constructeurs sur les données qui sont affichées sur leur communication, sur leur publicité. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs n'équipent pas leurs véhicules de pneus 4 saisons. Oui, parce qu'en plus, on a le malus qui va avec. Hein. Donc si vous achetez un véhicule neuf en 4 saisons par rapport au même véhicule en pneus été, vous allez payer un malus plus important. Mais alors, faut pas oublier non plus que les véhicules aujourd'hui, ils sont fabriqués pour le monde entier, et que là, en fait, la question elle concerne la France et même seulement une partie de la France. Donc, en l'occurrence, effectivement, les pneumatiques qui sont montées d'origine sont des pneumatiques standards à faible résistance au roulement. Et qui vise à réduire la consommation au maximum. En plus, Claude, le calcul n'est pas forcément bon parce que des pneus 4 saisons qui peuvent augmenter de peut-être une dizaine de grammes de CO2, si vous êtes déjà assez haut, aujourd'hui vous avez vu le barème, la vitesse à laquelle ça augmente, le barème du malus. Donc si ça se trouve, vous allez payer 2-3 000 euros de malus en plus. Or, un train de pneus, ça ne coûte pas ce prix-là. Donc il vaut mieux le vendre avec des pneus été et racheter un train de pneus supplémentaire, ce qui sera moins onéreux que d'homologuer la voiture avec des pneus 4 saisons. Ah ouais, mais je trouve un peu dommage que sur un véhicule neuf, selon où l'on se trouve et l'usage qu'on en fait, sur le véhicule neuf, il faut jeter les pneus qui sont neufs, hein, les pneus qui sont dessus, pour l'équiper en pneus 4 saisons ou en pneus hiver. Il les faudrait pour l'été, mais... Voilà, vous ne les jetez pas. Vous pouvez acheter des pneus hiver, rouler en pneus été l'été et puis intervertir pour des pneus hiver l'hiver. Hein. Bon, enfin, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Sur le nord du Vaucluse, moi je rappelle qu'il y a 9 communes seulement autour du Mont Ventoux sur lesquelles les équipements hiver sont obligatoires. D'accord. J'ai des questions sur Facebook là sur les pneus 4 saisons. Il y a Mathieu qui nous demande si il paraît que le pneu 4 saisons entraîne une surconsommation et un bruit de roulement plus important qu'un pneu été, ainsi qu'une usure prématurée. Vrai ou faux? Alors, usure prématurée, non. Aujourd'hui, les grands manufacturiers maîtrisent parfaitement l'usure, y compris sur les pneus 4 saisons. En ce qui concerne le bruit, généralement, c'est des pneus qui ont un profil directionnel. Et donc, ce type de profil augmente légèrement le bruit, mais c'est pas très, très important. Et quant à la consommation, je l'ai dit, effectivement, ça augmente légèrement la consommation. Par contre, on doit insister quand même en disant que ça apporte, dans les conditions hivernales, une sécurité supplémentaire concernant l'utilisation sur la route. D'accord. Concernant Claude, je veux juste ajouter une chose. Le jour où il changera les pneumatiques sur sa voiture, effectivement, à ce moment-là, en fonction de l'usage qu'il en fait, il faut qu'il réfléchisse à monter des pneumatiques 4 saisons. D'accord. Merci Claude. J'ai encore une question. Merci bien. Laurent, c'est encore une question. Il y a plein de questions sur la page Facebook. Moi j'en ai aussi une. Bonjour. Merci Claude. Juste, on nous demande ce que vous pensez des fameuses chaînes polaires. On en avait parlé avec le fabricant. Mais ouais, mais là, on nous repose la question là aujourd'hui. Donc le fabricant était... Qu'est-ce que tu nous fais, Bastien? Et Bastien nous remet, alors, j'adore ce clip. Allez, un mot sur les chaînes polaires. Les chaînes polaires. Alors d'abord, il n'y a pas que les chaînes. Chez Polaire, il y a aussi des chaussettes. Et puis il y a aussi des sweatshirts polaires. Non, pardon. Et c'est un des fabricants les plus pointus en matière de produits hivernaux. Donc oui, ce sont des bons produits. Bon, on avait d'autres questions, on a plus le temps. On a 45 Donc, secondes. On refera une session complète. Oui, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de questions sur les pneumatiques. On a quand même une rubrique toutes les semaines qui parle de pneumatiques et malgré ça, les gens se posent toujours plein de questions sur les pneus. Donc normal. Comme quoi, il fallait vraiment mettre en place une rubrique pneus. Merci Dominique en tout cas. Alors juste s'il reste quelques secondes, je veux juste rappeler aux automobilistes que s'ils ont des pneumatiques à changer dans les semaines ou les mois qui viennent, il faut bien qu'ils réfléchissent à l'usage qu'ils vont en faire
Et s'ils doivent se rendre épisodiquement en montagne, la question de monter des pneus 4 saisons peut se poser. Et tout simplement pour éviter d'avoir 2 trains de pneumatiques et de rouler en sécurité toute l'année. Et puis on rappelle que la sécurité nous propose quand même, une fois que la température descend en dessous de 7 degrés, d'avoir quand même des pneus hiver. Donc pourquoi pas des pneus 4 saisons dès qu'on est dans une région où on va descendre en dessous de 7 degrés l'hiver. On vous embrasse, Dominique. Avec plaisir. Président du syndicat du pneu. Allez, à suivre, on va parler des secrets de la Citroën SM, avec évidemment notre auditeur qui est venu passer l'émission en notre compagnie, Laurent, mais aussi avec Frédéric Donat, qui est dirigeant de Donat Classique, spécialiste de la SM. On parle bien de voiture. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Dans quelques minutes, on va parler des Automobile Awards 2023 qui démarrent dans quelques jours. Mais tout de suite, eh bien, on va parler de des secrets, de la Citroën SM. La secrétaire. Alors, SM et secrétaire en même temps. Non. Non, l'ami Jean-Luc, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, parce qu'après, il va encore y avoir des rumeurs à mon sujet. Juste, on va parler de la Citroën SM parce qu'en l'occurrence, Laurent, notre auditeur invité sur cette émission, en a une. Laurent, qui arrive d'Orléans, vous en avez une depuis combien de temps ? Je la possède depuis 2006. Très bien. Alors, on va parler de la SM avec Frédéric Donat. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Qui a dû s'arrêter pour répondre à nos questions. Frédéric est Vous êtes au volant de quoi là d'ailleurs ? Une Citroën. Pas une... Pardon. Pas une SM. Alors, vous êtes spécialisé, vous, alors pas que dans la SM, mais en particulier dans la SM. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour un restaurateur, cette voiture ? Parce que moi, je la trouve extrêmement complexe, je me dis, tiens... Parce que Frédéric est donc restaurateur. Oui, entre autres. Alors, personnellement, moi, quand j'avais 10 ans, mon père en a acheté une. Et mon père était agent Citroën, et donc c'est la première SM en 71 exactement, donc au tout début de la sortie de la SM, et c'est comme ça que je suis tombé dedans tout petit, et c'est comme ça qu'on a réparé toujours des SM. Voilà. Et la voiture, je suis tombé amoureux complètement de cette voiture. C'est une voiture extraordinaire, et maintenant j'en ai fait mon métier, et maintenant j'ai même mon fils avec moi et toute une équipe, et on répare que des SM. Wow. Voilà. Formidable. Ouais. Alors, extraordinaire, moi j'aimerais qu'on rentre dans le détail. Laurent, extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, cette voiture ? Alors, extraordinaire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que... Frédéric, c'était une question pour Laurent, notre auditeur. Mais Frédéric, je comprends Frédéric passionné, mais on va demander à Frédéric, et ensuite Laurent nous dira... Laurent et Frédéric, qu'est-ce qu'elle trouve d'extraordinaire. Alors Laurent, on va commencer par Laurent qui a fait la route d'Orléans. Allez-y. Moi, c'est la ligne en premier lieu. C'est quand t'es gamin, on voit que la ligne. Après, les détails, c'est que quand on grandit, qu'on commence à mettre le nez dedans. Donc vous, la ligne en premier. Ouais, et après, c'est la motorisation, c'est vrai. Le V6 Maserati, la sonorité. Et puis, c'est aussi une suspension hydropneumatique. Voilà. Donc, c'est du Citroën. Voilà. Alors, on donne l'appareil à Fred. Et alors, Fred, pour vous, extraordinaire, c'est quoi Frédéric sur cette voiture ? Alors, extraordinaire, si vous voulez, encore une fois, j'avais 10 ans, moi, quand cette voiture est sortie. Et Citroën avait quand même racheté Maserati à l'époque en 68 pour faire un moteur extraordinaire. Et il s'était chargé de faire une voiture super luxe, une GT à la française, quoi. Et donc, ils ont fait une ligne complètement à part. Ils ont utilisé toute la technique hydraulique de la DS en mieux, parce qu'ils avaient même fait la direction assistée d'IRAPI, c'est-à-dire une direction qui durcit avec la vitesse. Et donc, le combiné de tout ça, le moteur Maserati, l'hydraulique au top du top et la ligne de la SM, ça a fait une voiture extraordinaire. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est confortable, une SM ? C'est extrêmement confortable. Et on voit la voiture de notre invité Laurent actuellement sur la page Facebook de Sud Radio. Voilà. Bon, après, on est d'accord qu'au départ, le projet, c'était pour courir les 24 heures du Mans, que ça a finalement été abandonné pour dériver sur une GT. Mais la voiture, c'est une grosse voiture quand même. Elle a un moteur 6 cylindres qui fait 170 chevaux, je crois que c'est ça. Ouf. C'est pas un petit peu léger, c'est pas un peu décevant ? En 70, c'était énorme. Ah oui. 170 chevaux en 70, il faut ramener ça à l'époque. Aujourd'hui, n'importe quelle voiture fait 200 chevaux, mais à l'époque, non, pas du tout. Pas du tout. Vous preniez une BM, une Porsche ou machin, ça faisait moins de... Il y avait un V6 ou un V12, non ?
Ouais, mais il y avait des V12 bien sûr qui étaient plus puissants, mais en V6 Ferrari, en 6 cylindres en ligne, c'était la puissance moyenne, on va dire. C'est vrai que c'est pas... La voiture est assez lourde. Hein, elle fait une tonne 5. Et puis en fait, il faut quand même dire que, pardon Frédéric, la voiture, si elle fait environ 170 chevaux, elle roulait quand même à 220 km/h à l'époque. Et c'était quand même très rare, et surtout pour une traction avant. Ouais. C'était la traction avant la plus rapide du monde. Hein, exactement. Ouais. Voilà. Frédéric, la SM a eu dès le départ une réputation de voiture assez peu fiable. Ça s'est amélioré petit à petit avec le temps. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi et comment? Alors pas dès le départ, parce qu'au départ ils en ont vendu énormément. Les 2 premières années, c'est là où ils ont vendu le plus. Citroën a vendu le plus de SM. Après, il s'est avéré que les moteurs cassaient. On sait pourquoi ou pas? On sait pourquoi, parce qu'il y avait un peu des faiblesses sur la distribution, mais c'est surtout qu'à l'époque, on pouvait rouler à 220 en permanence sur l'autoroute. et là, du coup, si vous voulez, maintenant à 130, les voitures sont devenues extrêmement fiables. Hein, ça, c'est sûr. Donc bon, il y a eu l'évolution des huiles, il y a eu l'évolution des liquides de refroidissement, du circuit de refroidissement, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ça c'est certain. Mais le fait de ne plus rouler à 6000 ou 6500 tours en permanence, ça a quand même changé la chose. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, la SM, c'est une voiture. Si elle est bien montée, si elle est bien entretenue, c'est une voiture extrêmement fiable. Laurent ? Oui, en plus, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, les autres moteurs avaient sensiblement la même durée de vie, parce que les procédés de fabrication étaient les mêmes pour tout le monde. Et c'était pas comme maintenant où les ajustements sont quand même plus précis, les huiles, comme dit Frédéric, c'était pas les mêmes, il y avait plus de jeux. Enfin, ça s'abîmait plus vite, sauf que ceux qui avaient des voitures qui valaient plus cher la ramenait pas trop quand le moteur était fondu. Alors pour parler un peu technique avec Frédéric et Laurent, sous le capot de cette Maserati, ce qui est très drôle, hein, c'est que ce capot il est gigantesque, et quand on soulève le capot, le moteur il est tout rikiki, quoi. On a l'impression que c'est presque une noix séchée. Et puis il fait 31 cm de long, donc c'est vraiment pas grand. Et surtout il a une architecture qui est très particulière. Frédéric Donat, dirigeant de Donat Classique sur Sud Radio. Oui. Oui, non, mais il a une architecture particulière, ce moteur. Alors, c'est un V6, mais il est ouvert à 90 degrés, ce qui est rare. Oui, c'est très rare. À l'époque, c'était rare. Maintenant, ça a changé un peu. Mais à l'époque, c'était rare. Et surtout, il fallait qu'il soit court pour rentrer sous le compartiment de la SM. La boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse de la DS, donc elle est assez longue. Et elle est en avant du moteur, hein, c'est ça? Elle est en avant, voilà, elle est en avant. Et donc, Citroën voulait conserver cette boîte de vitesse absolument. Le cahier des charges de Maserati, c'était de faire un moteur qui puisse rentrer dans le compartiment moteur. Hein. D'accord. Dans ce qui restait comme place. Et c'est presque un centre à l'avant, hein, le moteur de la SM. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait d'abord en carbu et ensuite en injection à partir de 72, quoi. Alors vous avez dans votre parc à vous une SM un peu particulière, parce que c'est la 6 roues? Non, c'est pas une à 6 roues, c'est une avec un moteur V8. Donc qui a été fait par l'ingénieur. C'est celui qui avait conçu le moteur V6 déjà chez Maserati, Alfieri. Voilà, vous savez plein de choses, en effet. Jean-Luc Moreau, si vous voulez, on a un peu la Bible avec nous, là, donc... D'accord. Non, mais il a fait des moteurs Ferrari avant, et donc... Alors, chez Maserati, qu'est-ce qu'il a décidé, lui, à faire ce moteur V8 ? Il trouvait que c'était un peu mou, la SM, il s'est dit, tiens, je vais me faire un V8 pour moi. Voilà, exactement. C'est un peu l'histoire du moteur. Julio Alfieri avait une SM de service, hein, puisqu'ils étaient quand même dirigés par Citroën à l'époque. Donc les voitures de service c'était des Citroën. Lui avait une SM personnellement, et dans sa SM il avait installé, il avait fait fabriquer un peu discrètement ce moteur avec 2 V6 qui ont été coupés, et ils ont gardé 4 cylindres sur chaque. Ouais. Ils ont soudé le bloc, ils ont soudé les culasses. Ils ont même soudé les couvre-culasses. Bon, ils ont fait des arbres-à-cam, bien sûr, et un vide-breton. Et ils ont fait un 4 litres. Voilà. Et ce 4 litres avait été installé dans sa SM. Et le 4 litres, lui, il est à peu près à 300 chevaux. On l'avait un peu mesuré, ce moteur. Ça n'a plus rien à voir avec le V6 de litre 7 d'origine. Hein. Et alors, la fameuse 6 roues, là. Les 6 roues, c'est des véhicules qui ont été fabriqués après. Ouais, mais c'est drôle ça, la SM 6 roues. C'est du tuning, quoi. C'est pas. En fait, non, c'était le porte-voiture. Hein. C'est ça. C'est Stéphane qui en parle sur la page Facebook de Sud Radio. Elle nous parle de la Chapon et de la 6 roues. Alors, en fait, c'est pas 6, mais 8. Il y a 4 essuies à l'arrière. Ah ouais. Et il s'en sert de porte-voiture. Ouais. D'accord. Il faisait ça sur des DS avant. C'est un petit délire, quoi.
Non, c'était une commande. Enfin, c'est toute une histoire, mais on y reviendra. Dis Laurent, l'auditeur qui prend l'émission. Allez, hop. Frédéric Laurent, on va profiter de votre expertise. S'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils veulent acheter une SM, faut regarder quoi et faut prendre quoi comme modèle? Alors, pour moi, il vaut mieux un modèle carburateur. L'injection marche très bien, mais c'est une injection un peu spécifique de Bosch quand même, mais les pièces sont difficiles à trouver. Très difficile à trouver maintenant, tout ce qui est injecteur, sonde, contacteur, calculateur. Donc c'est vrai que quand ça fonctionne très bien, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une panne et les pièces sont difficiles à trouver, alors que des carburateurs, les 3 Weber, une fois qu'ils sont refaits, vous en avez pour un moment. On sait combien. Donc alors un modèle à carburateur, et il faut compter quel budget à peu près pour une belle voiture? Aujourd'hui, une belle voiture saine, qui roule bien, qui a déjà, entre parenthèses, un bel intérieur et surtout une bonne mécanique, une belle carrosserie. On est quand même dans des budgets autour de 60 000 à peu près aujourd'hui. Ah oui, quand même. Et on sait combien il reste de SM aujourd'hui sur le parc ou pas à peu près? Sur le parc, sur les 12, il y en a eu 12 800 de fabriqués. Il y en a eu. Je pense qu'il en reste la moitié. Moi, je pense qu'il en reste la moitié. D'accord. Je pense, mais on n'a pas en tout cas, merci beaucoup Frédéric Donat, dirigeant de Donat Classique. On peut vous trouver sur Internet pour voir un peu ce que vous faites? Oui, bien sûr, Donat Classique. DAUNAT. DAUNAT, voilà. Et classique en français, surtout. Super. Ouais, avec un Q, un U et un E à la fin. Voilà. On vous embrasse. À bientôt. Bon week-end. Merci, au revoir. Allez, on va continuer de parler d'automobile, mais on y va? On va parler de l'homme avec l'homme qu'on n'a pas cité. Voilà, l'homme qui gratte ses optiques avec une éponge. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Lionel Robert, organisateur des Automobiles Awards. Bonjour Lionel. Lui-même. C'est votre ami Jean-Luc qui vous a donné. Oui, il me tense un peu, je sais. Non, mais c'était vrai ou pas? Parce que c'est une tierce personne qui m'a raconté l'histoire du Scotch Brit pour enlever les moucherons sur un phare de... Je crois que c'était une BMW. C'est vrai ou pas? Que j'ai fait ça? Oui. J'ai droit à un joker ou pas? Bon, il y a prescription, c'était il y a longtemps. Oui, non, voilà. On en a tous fait des bêtises. Il faut faire table rase. Voilà. Bon, alors, pas table rase en revanche des Automobile Awards dont Sud Radio est partenaire. 6e édition cette année avec un objectif qui va être compliqué à remplir. 50 marques, oui, ça va être l'objectif de cette année, essayer d'avoir 50 marques participantes, alors constructeurs et équipementiers confondus évidemment. L'an passé, il y en avait 47, donc bon, ça paraît pas irréaliste, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et vous voulez pas être consultant pour le mondial de l'auto, parce qu'eux, ils arrivent péniblement à avoir 10 marques. Deuxième joker. Lionel, juste parce que moi je pense toujours à ceux qui arrivent à l'écoute de l'émission pour la première fois. On rappelle en 2-3 mots ce que sont les awards de l'automobile. Les awards, c'est la grande fête de l'automobile qui consiste à remettre des récompenses à ceux qu'on considère comme étant les plus innovants, les plus pertinents, les plus intéressants de l'année. Et il y a une vingtaine de catégories qui sont distribuées, et dans ces 20 prix en l'occurrence, certains prix s'adressent aux constructeurs et d'autres aux équipementiers, et certains sont transversaux et donc concernent les constructeurs et les équipementiers. Voilà. D'accord. Donc on récompense les automobiles et les équipements par catégorie, bien évidemment. Exactement, tout à fait. Toujours avec un jury à parité homme-femme. Oui. Qui sera légèrement renouvelé, sans doute, mais qui conservera cette parité. Voilà, très important. De nouveaux partenaires également. Un nouveau, là, que j'ai plaisir à citer, c'est ABB E-Mobility qui nous rejoint cette année. Donc, qui sera ABB, fabricant de solutions de recharge. Voilà. Oui, de bornes de charge, principalement rapides, mais qui s'ouvrent aussi désormais aux particuliers. ABB, c'est surtout le partenaire principal du championnat du monde de Formule E. Aujourd'hui, voilà. Des partenaires médias toujours aussi présents. Merci encore Sud Radio. Je voulais aussi citer Paris Match qui m'accompagne et le quotidien L'équipe. Et puis un nouveau petit venu aussi parmi les partenaires médias que je suis ravi d'accueillir, c'est Sans Bornes. Je ne sais pas si vous connaissez ce pure player, présent sur Internet, très actif et qui nous fait partager sa passion au quotidien. Une passion sans borne, évidemment. Une passion évidemment sans borne. Ça me rappelle un fameux jeu, le jeu d'Émile Borne. Mais je crois qu'il vient chez nous régulièrement dans la matinale de M. Patrick Roger.
tous les matins sur Sud Radio. Alors, il y a des nouveaux prétendants, il y a des nouvelles marques qui sont arrivées sur le marché. Il y en a une qui est assez intéressante. Je crois que vous avez roulé, vous avez fait en plus un petit périple avec un de leurs modèles qui s'appelle le Grenadier. Vous allez nous expliquer pourquoi il s'appelle Grenadier. L'histoire est assez croustillante d'ailleurs. Ça pourrait être une histoire de Laurence P. de Paris d'ailleurs. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Le Grenadier, il faut prononcer Grenadier. Hein, Grenadier, excuse me, Linéo Grenadier. Ah, tu fais Louis de Funès. Je l'ai bien fait, oui. C'est vrai. C'est le premier véhicule de la marque Ineos. Alors Ineos, c'est pas vraiment un constructeur automobile, hein, c'est un poids lourd de la pétrochimie. C'est une marque, je dirais, tentaculaire, installée dans je ne sais combien de pays à travers le monde. Le grand patron de cette société, c'est Jim Ratcliffe. Qui est connu pour notamment avoir une équipe de cyclistes professionnels. Il a également racheté un club de foot qui s'appelle l'OGC Nice, entre autres, et il s'est mis en tête, parce que c'est un nostalgique du Land Rover Defender originel, de créer quelque part le sien, donc de revenir à un 4x4. Ouais, c'est sa danseuse, quoi. Il s'est dit, tiens, je vais faire, ils le vendent plus, et je vais le fabriquer moi-même. Exactement. Et du coup, il s'est réuni avec quelques amis dans un pub londonien qui s'appelait le Grenadier. Et c'est là que ça leur a donné l'idée de créer ce véhicule, donc qui s'appelle Ineos Grenadier, que j'ai eu la chance d'aller essayer dans le fin fond de l'Angleterre la semaine dernière, et qui est juste un truc incroyable, qui grimpe aux arbres par définition, puisque il a tous les attributs du 4x4 parfait, avec des blocages de différentiel en veux-tu en voilà, une garde au sol de 26 cm, un gros moteur à la fois ou essence ou diesel d'origine BMW, et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va être fabriqué en France, puisque Ineos a racheté l'usine Smart de Ambar, en Lorraine. Et donc, ça, voilà, ça a pu maintenir on dit en bar. Pardon. Ouais. On dit en bar, c'est comme l'or. Ouais. On dit en bar. Ouais. Ou comme la barre Mars. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, très sérieusement, c'est que ça conserve évidemment les emplois dans l'usine, et ça c'est quand même super important évidemment, voilà, pour la partie donc on aura un grenadier, je vais le dire comme ça, hein. Heureusement que c'est pas Laurence d'ailleurs qui lui a donné le nom, sinon il s'appelait Chevalier de la tête de veau, c'était pas terrible pour un je vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave, ça va quand même. Mais si, parce que là c'était dans le dans la cube, c'était dans le pub, voilà. Alors juste encore un mot pour dire quand même qu'il est pas donné, hein, ce véhicule. Bon, c'est très très sympa à la fois à conduire, ça se débrouille bien sur la route, c'est évidemment super à l'aise bien sûr dans les touchemins et encore plus en tout terrain. Ça coûte à peu près 76 000 euros, donc c'est pas donné. Mais surtout, il y a une particularité française qui va vous faire sourire, c'est qu'en France, évidemment, avec son énorme, ses consommations qui sont assez importante, évidemment, il prend un malus de 50 000 euros. Voilà. Donc ça double. Alors non, mais en fait, je croyais que le malus ne pouvait pas être au-dessus de 40% du prix du véhicule. Donc s'il vaut 70 000 euros, on peut avoir que 40% de malus par rapport au prix du véhicule. Ah, peut-être. Alors, effectivement, désolé pour cette précision. Alors, par contre, ce qu'il faut quand même préciser, bien sûr, c'est que en catégorie dite N1, donc pour les professionnels... Ah ben là, il n'y a plus de malus. Là, il n'y a plus de malus. Donc, on peut imaginer qu'en France, effectivement, ils se vendent principalement... En utilitaire. Aux administrations voilà, et aux professionnels, complètement. En mode utilitaire. Bon. Aujourd'hui, on l'imagine bien en grand prix, pourquoi pas. Ouais. On risque aussi d'avoir... Moi, j'aurais peut-être pas une SM qui s'inscrira cette année, mais j'aurais sûrement une XM, par contre, qui devrait s'inscrire aux Automobiles Awards. C'est la BMW XM. Voilà. Et Lionel, on pourrait pas faire une catégorie classique dans les awards, pourquoi pas? Oui, c'est un peu plus compliqué. Non, mais parce que la thématique qu'on pourrait récompenser, effectivement. De plus en plus, les marques s'investissent dans le patrimoine. Donc, on a vu que là, à Rétromobile, Alfa Romeo, Lancia avaient décidé de monter un département classique, tout ce qu'il y a d'officiel. Renault, on le sait, s'est investi. Les constructeurs allemands, depuis très longtemps, on pourrait très bien imaginer récompenser une restauration exceptionnelle et décerner un awards classique. Faut qu'on y réfléchisse. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est une idée comme ça. Hein. Non, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de catégories, effectivement, aux Automobile Awards. Donc, l'idée, c'est pas non plus de faire quelque chose qui n'en finirait pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça, comme d'ailleurs, dans un genre différent, comme le rétrofit, pourrait aussi, pourquoi pas, finir par mériter une catégorie en tant que telle. Bon, parfait. Bon, super. Merci Lionel, on se retrouve dans un mois.
Oui, et régulièrement, parce que comme on l'a fait l'année précédente, dans On parle auto et sur toutes les émissions de Sud Radio, on se tiendra au courant des avancées de ces Automobile Awards 2023. Ça démarre donc, partenariat Sud Radio. Merci beaucoup Lionel, et attention, n'allez pas frotter vos optiques avec le scratch de votre... Il n'a pas dit que c'est lui qui l'avait fait. C'était quand même très clair. Et puis on a d'ailleurs notre ami Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit « Allez-y au chalumeau, ça marche aussi » en mettant plein d'émo-icônes qui sont morts de rire. Allez, on continue de vous écouter au 0826 300 300. Dans quelques instants, une prochaine question de vous-même où vous nous posez votre question sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et évidemment, nous allons finir avec vous avant 13h avec vos questions, et puis on continuera d'en savoir un peu plus sur la passion de Laurent, notre auditeur qui est venu nous rejoindre, car nous le faisons maintenant régulièrement. On vous invite à venir passer l'émission en notre compagnie, vous qui êtes amoureux des voitures et pas que des anciennes. Allez, on a une question, l'ami Jean-Luc, d'Alexandre qui nous dit, qui nous a écrit sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans son objet et sa question évidemment. Je possède en nous laissant un numéro de téléphone, oui, mais on n'arrivait pas à le joindre. Voilà. Je possède une Suzuki Swift que j'ai achetée neuve en 2020. Je l'ai équipée d'un boîtier éthanol Biomotors depuis juillet 2021. J'ai fait l'acquisition d'un chargeur de batterie CETEC CS Free. Je souhaite recharger ma batterie, mais le boîtier éthanol est déjà branché directement sur la batterie. Y a-t-il un risque pour le boîtier éthanol si je branche le chargeur? Alors, on va tout reprendre dès le départ. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas si clair que ça en fait. Alors, non, mais si, il veut recharger sa batterie. Ça, j'ai compris. Mais il peut pas débrancher sa batterie puisqu'il y a le boîtier éthanol qui est branché dessus. Voilà. Et s'il le débranche, il faudra le reparamétrer. Donc il ne peut pas débrancher sa batterie. C'est quand même un peu galère cette histoire. Il a un chargeur CS Free. L'avantage du chargeur CS Free, c'est qu'il n'a pas besoin d'une prise de courant. Il y a une batterie interne dans le chargeur. Oui, c'est vrai. Donc lui, on peut recharger sa batterie même quand la voiture elle est dehors ou elle est dans un garage où il n'y a pas une prise de courant. Voilà. Ça c'est. Alors maintenant, règle générale qui s'applique à tout le monde. Bon, déjà, on charge sa batterie tous les 3 mois au minimum, puisque... Levez la main ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire 49 millions d'habitants. Voilà, tous les nouveaux véhicules aujourd'hui, pour économiser le carburant, ne rechargent jamais totalement la batterie. Donc une batterie qui n'est jamais totalement rechargée, eh bien, elle va s'abîmer plus vite. Donc tous les 3 mois, on met un coup de charge à sa batterie. Si on a un véhicule moderne, évidemment, ne débranche pas la batterie, puisque si on débranche la batterie, on perd tout un tas d'informations. Donc le cas, en fait, d'Alexandre, il concerne tous les gens qui ont des voitures modernes, où on ne débranche jamais la batterie, et les chargeurs modernes, comme le CS Free, sont parfaitement adaptés à la charge quand la batterie est restée branchée. Le seul point qu'il faut absolument respecter, c'est je branche la borne plus sur la borne plus de la batterie. Le fil rouge sur le fil rouge. Exactement. Et la borne moins, je ne la mets pas sur la borne moins de la batterie, surtout pas. Je la mets quelque part sur la carrosserie, une pièce métallique, ou sur le moteur qui de toute façon est raccordé à la masse. Donc je mets la borne moins à une masse, si possible assez éloignée de la borne moins de la batterie, parce que si vous, vous la déportez de 20 cm, ça ne sert à rien. Voilà, donc, et là, je peux laisser mon chargeur branché tout le temps qu'il faut. Le CS Free, de toute façon, il va recharger votre batterie, puis après, il va se couper automatiquement. Il y a d'autres chargeurs qui maintiennent ce qu'on appelle du floating, un chargeur qui va rester branché sur une prise. Vous pouvez le laisser branché en permanence, il ne va pas abîmer la batterie, c'est-à-dire qu'il va maintenir un niveau de charge suffisant, ce qui fait en même temps l'entretien de la batterie. Alors je précise, si Alexandre nous écoute, que son chargeur CS Free, là, une fois qu'il a chargé sa batterie avec et que la batterie interne du chargeur va donc s'être déchargée, il faut impérativement la recharger et pas la laisser vide parce que ça l'abîme. Voilà. Donc ça c'est pour lui et puis pour tous ceux qui ont des CS Free. Mais par rapport au boîtier éthanol ? Par rapport au boîtier éthanol, il n'y touche pas. D'accord. Il se branche, donc comme j'ai dit, la borne plus sur le plus et puis le moins quelque part sur le moteur. Et il laisse le chargeur faire son job tout seul, c'est automatique. Il y a vraiment rien à gérer. Autrefois, il fallait, avec les chargeurs de batterie, être très prudent parce qu'une batterie, ça charge à 1/10 de la capacité de la batterie. D'accord, très bien. Donc si on dépasse ce 10e de la capacité, on va endommager la batterie. Mais les chargeurs modernes, électroniques, dits intelligents,
Ils détectent la capacité de votre batterie et ils adaptent la charge en fonction de la capacité de votre batterie. Bien, donc il n'y a pas de risque. Super, ben voilà, on a la réponse à Alexandre. D'autres questions sur la page Facebook de Sud Radio, il y en a beaucoup. On a Hichem qui dit bonjour. Les utilitaires type Kangoo, c'est pour quand l'hybride rechargeable? Est-ce qu'on est au courant de ça? Alors, sur les utilitaires, l'hybride rechargeable, il n'y en aura pas. Je pense qu'il n'y en aura pas du tout. On va passer sur de l'électrique sur les utilitaires, puisque pour les livraisons en agglomération, il devient important de ne plus avoir de moteur diesel qui reste en plus. Parce que le plus gros problème, c'est pas tant... Alors, je dirais, c'est même pas tant la pollution du moteur en lui-même, c'est que quand les gars sont arrêtés, qui font les livraisons, ils coupent pas les moteurs. Ouais. Donc, on a tout un tas de moteurs qui tournent au ralenti, qui sont en général pas bien entretenus, parce que c'est des sous-traitants et les sous-traitants sont mal payés, donc ils ont des véhicules qui sont pas en bon état. Donc on passera plutôt à l'électrique que à l'hybride rechargeable. Et l'hybride rechargeable, alors je vous le dis comme je le pense, on est plutôt sur la fin. Ouais, j'ai l'impression. On est plutôt sur la fin. Il y a tout un tas d'études qui démontrent que non seulement ceux qui ont des véhicules hybrides rechargeables, alors pas les particuliers sont plus vertueux que les entreprises, mais c'est principalement, malheureusement, les entreprises qui achètent ces véhicules. Quand c'est des véhicules de société, ceux qui les ont, ils rechargent jamais. Donc ils trimballent une grosse batterie la plupart du temps pour rien. C'est anti-écologique. Bon, merci beaucoup pour ces réponses, l'ami Jean-Luc. Laurent, la mission se termine bientôt, malheureusement. Déjà. Bah oui, déjà. Vous êtes heureux d'être venu nous rejoindre. Tout à fait. Vous réparez vous-même votre SM, puisque vous avez une belle SM de 1971. Oui, qui a décidé de me vendre pour 25 000 €. On en a parlé là, juste. Mais j'adore ce garçon. En fait, il croit toujours que le Père Noël existe. Pardon, les Pourtant, il n'y a pas marqué Aston Martin dessus. Ah, bam. Donc c'est vous qui réparez votre voiture. Oui. Et vous la sortez dans quel contexte? En fait, tous les dimanches sur l'agglomération orléanaise, il y a plein de rendez-vous. Donc c'est un par semaine, un dimanche, c'est jamais au même endroit. Donc on peut déjà sortir là. Après il y a des sorties, des rallyes comme le rallye d'Aumale là au mois de. Ah oui, chouette. C'est très chouette. Je l'ai fait l'année dernière, je le refais cette année. Et des sorties comme ça, en fait, je la sors, j'ai pas de problème pour la sortir. En vraiment. fait, dès que vous en avez envie, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est ça. Après, j'évite vraiment le sel. Ouais. Malgré qu'elle était repeinte, mais ça, c'est. Et ça, c'est important. Et juste, vous parliez tous les deux, là, qu'il y a un pic de pollution sur la région Île-de-France en ce moment, et vous disiez que même les voitures de collection n'ont pas le droit de sortir quand il y a les pics de pollution. Même les véhicules en carte grise de collection n'ont pas le droit de rouler quand on est en pic de pollution. C'est ballot. Ah, bah ouais, mais c'est comme ça. Allez, on conclut. Si on n'avait rien vu, vous n'avez pas d'autres véhicules de collection? Non, parce que c'est un budget et puis c'est aussi de la place. Ouais, tout à fait. Vous n'avez pas la même place que l'ami Jean-Luc Moreau. Non. On finit notre rendez-vous avec les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Le marché chinois dégringole au mois de janvier. Ouais, c'est même une chute vertigineuse, puisque selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles, la chute des ventes est de 37,9% pour le mois de janvier 2023. On pourrait se dire que finalement, un tel recul du marché automobile chinois, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce serait une grosse erreur. Bah oui. Car si les débouchés des constructeurs chinois sur leur propre marché se réduisent, ils vont chercher à intensifier leurs ventes à l'extérieur et principalement en Europe de l'Ouest où la réglementation offre un véritable boulevard aux voitures électriques chinoises. Nous continuons également avec le marché des véhicules électriques qui est en très forte progression en France, lui, en ce début d'année. Oui, effectivement, les immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont progressé de 41,5% en janvier 2023 par rapport à l'an passé. Ces véhicules électrifiés représentent 19,5% du marché en janvier. Mais ces bons chiffres ne sont sans doute pas éternels en ce qui concerne les hybrides rechargeables. On en parlait à l'instant. Une nouvelle étude de l'ONG Transport et Environnement montre en effet qu'ils sont beaucoup moins écologiques que ce que prétendent les constructeurs. Leur autonomie électrique est ainsi 25 à 50% inférieure à ce qui est annoncé. Leurs émissions de CO2 sont parfois 7 fois plus importantes que les valeurs d'homologation. Il y a donc fort à parier que les avantages fiscaux dont profitent principalement les entreprises risquent de disparaître à moyen terme. Et puis sans doute, vu ce qui se passe un petit peu partout pour acheter une certaine paix sociale, l'État repousse la mise en service des radars urbains. C'est la bonne nouvelle de la semaine, ces fameux radars qui sont capables évidemment de mesurer la vitesse dans les deux sens de circulation, mais aussi d'enregistrer les franchissements de feux rouges, de détecter si vous êtes au téléphone ou si vous avez mis votre ceinture de sécurité. Et il devait normalement être mis en service à partir du mois de mars. Échéance repoussée
au calendrier grec. Et il faut dire qu'avec la généralisation de la limite à 30 km/h dans de nombreuses villes, ces radars feraient sans doute naître une seconde vague de gilets jaunes, un risque social bien trop important en pleine contestation sur la réforme des retraites. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit journal de fin de On parle auto. Laurent, bon retour à Orléans. Plaisir de vous avoir reçu. Tiens, dernière, justement, on parle de retour. Ça consomme beaucoup la SM Oui et non. En fait, en vitesse stabilisée, c'est par exemple sur autoroute à 130, je suis à autour des 12 litres. D'accord. Et 12 litres sur un 2 litres 7, c'est pas. Et puis après, quand on fait de la nationale, c'est en dessous de 10. D'accord. Et c'est une carbu, c'est pour ça aussi que ça consomme un petit peu plus qu'une injection. De 1971. Merci d'être venu. Avec plaisir. Faites comme Laurent, vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr si vous voulez venir avec nous sur une émission. Et puis on vous invitera prochainement. Salut l'ami Jean-Luc. Au revoir Dame Laurence. Et puis on n'oublie pas le gros rendez-vous cet après-midi avec la radio qui aime le rugby à partir de 15h. Nous avons évidemment là le match France-Irlande. Et nous, on sera là pour le vivre avec vous toute l'après-midi avec l'équipe de Sud Radio Rugby. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.